Je m'appelle Marc Lemoine, shérif d'un petit village perdu dans les montagnes du Vercors, en 1883. J'avais vu assez de sang pour 10 vies, mais rien ne m'avait préparé à ce que je trouvais ce soir-là, dans une ruelle sombre derrière le café du coin. Elle était là, effondrée contre des caisses en bois, sa robe en peau de cerf déchirée, les cheveux noirs collés de sang. Je sus tout de suite qu'elle était d'origine gitane, reconnaissable à ses bijoux argentés qui ornaient encore ses poignets, et aux cicatrices rituelles gravées sur ses épaules. Quelqu'un l'avait battue à mort, ou presque, et l'avait laissée là, pour crever. Je m'agenouillai à côté d'elle, mes mains rugueuses tremblaient en cherchant un pouls. Elle respirait encore, à peine. Sa peau bronzée était couverte de bleu, et sa respiration, faible, saccadée. La lumière du réverbère qui filtrait de la porte du café révélait ses traits. Elle était belle, dangereusement belle. J'aurais dû tourner les talons, la laisser à son sort dans cette région, le sang gitan ne valait pas plus qu'une bouteille cassée. Mais quand elle ouvrit lentement les yeux, croisa mon regard, une étincelle de vie fragile passant dans ses prunelles sombres, quelque chose se brisa en moi. « Aide-moi » murmura-t-elle en un français parfait, la voix tremblante, mais claire. Je passai les bras sous son corps frêle. Elle tenta de se dégager, la voix plus ferme, « Laisse-moi mourir ». Je secouai la tête. Hors de question. 20 minutes de cheval plus tard, je posai cette femme mystérieuse, que je venais de sauver, sur le lit étroit de ma modeste cabane isolée à Saint-Nazaire-en-Royans. J'avais construit ce refuge après la mort de ma femme, Marie, pour fuir les souvenirs qui hantaient notre vieille maison. Ici, seul le vent et les hurlements des loups me tenaient compagnie. Je voulais oublier, avec mon laudanum, mais cette nuit-là, je ne pouvais pas. Je posai une lampe à huile sur la table de nuit et la regardai mieux. La violence des coups était presque artistique, méthodique. Des côtes sûrement fracturées, un visage tuméfié, mais pas brisé. Quelqu'un voulait la faire souffrir, pas la tuer, pas encore. Je fis chauffer de l'eau pour nettoyer ses plaies. Elle ouvrit soudain les yeux quand le tissu humide toucha son front ensanglanté. « Ne bouge pas » dis-je doucement. Elle me fixa intensément, comme une chatte sauvage piégée. « Pourquoi » demanda-t-elle. Je ne savais pas répondre. Elle scruta mon visage, j'avais 42 ans, marqué par le soleil et les épreuves, les cheveux poivre et sel, et des mains étonnamment douces malgré leur taille. « Vous êtes le shérif » remarqua-t-elle en regardant mon étoile. « Oui. »« Alors, vous devriez m'arrêter. » Je soutins son regard. « Pourquoi ? Pour être une gitane dans mon village ?» La vérité amère flottait dans l'air. J'avais longtemps fermé les yeux sur ces lois tacites, sur la justice rendue dans l'ombre. « Comment tu t'appelles » demandai-je. Elle hésita, puis murmura « Ayana. »« Moi, c'est Marc. »« Qui t'a fait ça ?» Son visage se durcit. « Des hommes qui croyaient me posséder. Mais personne ne me possède. » Sa voix, malgré la faiblesse, était pleine de fierté. Une fierté qu'on avait essayé d'éteindre sans jamais y parvenir. Puis, soudain, elle attrapa mon poignet avec une force surprenante. « Je te connais. » Je restai figé. « Comment ça ?» Passé gitane. Il y a 2 étés, tu étais là. Le souvenir me frappa comme un coup de poing, la charge de la gendarmerie, les combats désespérés, l'homme qui s'était battu comme un diable, et que j'avais abattu d'une balle en plein cœur. Tu as tué mon mari. Souffla-t-elle. Le silence s'étira, lourd comme l'air avant l'orage. Je ne le nia pas, il s'appelait Nalniche. Chef de leur bande. Elle hocha la tête, les yeux en feu. Tu te souviens des femmes et des enfants que tu as laissés sans protection ? Des mois de famine qui ont suivi ? Cette accusation me perça le cœur. Je l'avais déjà portée, moi aussi. Je me souviens, murmurai-je. Face à cette femme brisée, magnifique et indomptable, je sentis que ma vie allait basculer. Et que je n'avais plus le choix. Quelques pas dans l'ombre de la ruelle, un piano qui joue faux, des rires éméchés, pourtant, ce soir, c'était à moi de décider qui j'étais vraiment. Et vous, d'où me regardez-vous ? Laissez-moi un mot, et n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir à mon chat. Les jours qui suivirent, notre relation prit des allures de trêve fragile. Ayana restait allongée sur mon lit de camp, son corps marqué lentement guéri, tandis que moi, je jonglais entre mes devoirs de shérif et la surveillance de cette femme qui refusait de se laisser dompter. Chaque soir, je revenais à la cabane, espérant qu'elle ne me poignarderait pas dès que j'aurais le dos tourné, un réflexe bien français, je vous rassure.
Elle portait souvent une robe légère en coton écru, légèrement froissée, dont les bretelles glissaient parfois sur ses épaules bronzées, dévoilant les cicatrices mystérieuses qui racontaient son histoire. Ses pieds nus effleuraient le plancher rustique, et ses cheveux noirs, tressés ou lâchés, semblaient vouloir raconter eux aussi une rébellion silencieuse. Il y avait dans sa démarche une grâce sauvage, presque hypnotique, qui me rappelait que, malgré sa faiblesse, elle était une combattante née. Une nuit, alors que je lui pansais les dernières blessures, elle me confia sans détour, j'ai été vendu, Marc. Comme un objet. Par des hommes qui croyaient que l'alcool pouvait acheter tout, même la dignité. Je grimaçai. La colère monta en moi, mais Ayana secoua la tête, comme pour me prévenir que la vengeance n'effacerait rien. J'ai passé des mois dans un bordel à Grenoble, avant d'être échangé. La dernière fois, c'est dans une taverne de Crest que j'ai refusé les exigences d'un client. Je voulus lui dire que la soumission aurait sauvé sa vie, mais elle me coupa d'un ton ferme, presque moqueur, tu aurais préféré que je sois vivante sans honneur. La survie sans dignité, c'est pire que la mort. Je compris alors que cette femme, brisée et fière, portait en elle une force que je n'avais jamais vue. J'étais fatigué, usé par la routine de mes fonctions, mais elle était un feu qui ne demandait qu'à s'embraser. Un soir, alors que le feu crépitait dans la cheminée, je la surpris à m'observer discrètement. Son regard brûlait d'une intensité nouvelle. Elle portait une simple chemise de nuit blanche, fine, qui dessinait les courbes délicates de son corps. Elle ne tenta pas de se cacher quand nos yeux se croisèrent, au contraire, elle soutint mon regard, défiant chaque pensée raisonnable. « Tu me veux » déclara-t-elle d'une voix douce et dangereuse. Je toussai, bêtement, comme un adolescent pris au dépourvu. Ayana. L'homme qui a tué mon mari veut me. Elle sourit, un sourire qui mélangeait défi et douleur. Alors, shérif, ça fait quoi? Je ne répondis rien. Mais ce soir-là, dans la cabane, le silence se chargea d'une tension nouvelle, électrique, comme un orage prêt à éclater. Soudain, des coups retentirent à la porte. Je bondis, arme au poing. Marc, t'es là. C'était la voix de mon adjoint, Clément Durand, un type aussi à cheval sur la loi que moi, mais avec moins de patience pour les histoires compliquées. Je ouvris la porte, le bloquant du regard. Clément scruta la pièce, remarquant immédiatement la chaise avec un ruban de cheveux abandonné. « Tu as de la visite, shérif ?» Je sentis son ton froid, accusateur. « On parle que tu protèges une gitane. Que tu deviens mou. » Je me plaçai entre lui et la chambre où Ayana se tenait, pâle et résolue. « Tu ferais mieux de partir, Clément. » Il ricana, méprisant. « Ou quoi? Tu vas tirer sur ton propre adjoint. » Il tourna les talons, mais ses paroles résonnèrent dans la pièce comme un coup de fouet. Mon temps touchait à sa fin ici. La frontière entre devoir et cœur s'effritait dangereusement. Ayana me regarda, la peur mêlée à une détermination farouche dans ses yeux. Ils viendront pour moi demain. Ce soir, je choisis mon destin. Je restai éveillé toute la nuit, allongé sur le sol froid, écoutant sa respiration. Le vent sifflait dans les branches, et je savais que l'aube pourrait bien être notre dernière. Puis, dans le silence, elle s'approcha, vêtue d'un mince chemisier en coton, les cheveux libres autour des épaules. « Marc, murmura-t-elle, depuis la mort de Nalniche, je n'ai ressenti que colère et peur. Mais avec toi, c'est différent. » Je sentis son souffle chaud sur ma peau tandis qu'elle posait une main sur ma poitrine. « Nous sommes tous les deux des âmes perdues. Ce soir, nous pouvons être vivants. » Ce baiser, fougueux et désespéré, me prit comme une tempête, brisant des années de solitude. Notre lutte pour la vie venait de commencer, et je sentais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit s'étira en un tourbillon d'émotions brûlantes. Ayana dansait entre ombre et lumière, sa silhouette fine enveloppée dans un drap léger, dévoilant le galbe de ses épaules et la courbe subtile de ses reins. Ses doigts, délicats mais déterminés, s'accrochaient à moi comme à une bouée dans une mer déchaînée. Chaque souffle, chaque soupir, semblait défier la mort elle-même, comme si notre union pouvait suspendre le temps. Je n'étais plus le shérif rigide que l'on connaissait à Saint-Nazaire-en-Royan, mais un homme écorché, consumé par une passion aussi violente que l'orage qui grondait dehors. Ses cheveux noirs, sauvages et désordonnés, tombaient en cascade sur son visage, contrastant avec la pâleur de sa peau marquée par la douleur et la fierté. Elle était une reine déchue, une guerrière blessée, et pourtant magnifique dans sa vulnérabilité. Entre deux baisers, elle murmura « Ce que nous faisons est insensé, mais je choisis cette folie. »
Son regard, incendiaire, me transperçait. Je savais que cette nuit ne serait pas seulement un moment volé, mais le début d'une lutte sans retour. Le lendemain, le village semblait dormir encore sous un voile de brouillard, mais je savais que le calme n'était qu'une illusion. Dans les ruelles, les murmures couraient plus vite que le vent, le shérif protège une gitane. Les regards lourds de jugement, les chuchotements aigres me pesaient comme un fardeau. Clément Durand, mon adjoint, affichait une rancune à peine dissimulée, prêt à tout pour me faire tomber. Pourtant, malgré cette hostilité, Ayana retrouvait peu à peu sa force. Elle arpentait la cabane avec une assurance nouvelle, ses vêtements simples épousant ses formes avec élégance. Ce matin-là, elle portait une robe en lin bleu pâle, ses pieds nus effleurant le sol en bois. Un collier d'argent, souvenir de ses origines, scintillait faiblement à son cou. Je surprenais parfois son regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait à comprendre quel destin l'attendait. Je me rendis au café du village, où l'atmosphère était électrique. Les habitués lançaient des regards lourds de reproches, certains même murmurant que je trahissais la loi. Le maire lui-même, un homme aux moustaches grises et au regard perçant, me rappela à l'ordre, « Marc, tu joues avec le feu. Protéger cette femme, c'est mettre en péril tout l'ordre que nous avons ici. » Je répondis simplement, le regard ferme, « Parfois, c'est l'ordre qui doit changer. » De retour à la cabane, Ayana m'attendait, l'attention palpable. « Ils ne comprendront jamais, » dit-elle en passant une main dans ses cheveux emmêlés. « Mais ce n'est pas leur combat. C'est le nôtre. » La nuit tombait, un bruit sourd retentit sur le porche. Je saisis mon revolver, le cœur battant. Une silhouette apparut dans la pénombre, Clément, les traits fermés, le visage durci par la détermination. « Il faut que tu viennes avec moi, » ordonna-t-il. « Le conseil ne tolérera pas plus longtemps ce scandale. » Je serrai les poings. « Tu te trompes, Clément. Ce n'est pas un scandale, c'est une vérité. » Il s'approcha, menaçant. « Tu as 1 heure pour choisir, Marc, elle ou ton poste. » Je sentis le poids du monde s'abattre sur mes épaules. Mais Ayana posa une main sur mon bras, son regard brûlant de défi. « Nous ne fuirons pas. Nous combattrons. » Et alors que la lune éclairait faiblement la vallée, je sus que la bataille venait de commencer, une bataille où la loyauté, l'honneur et l'amour s'entrechoqueraient dans un ultime combat pour la liberté. Mais au loin, dans l'obscurité, une ombre observait, prête à frapper au moment où l'on s'y attendrait le moins. L'aube se leva sur Saint-Nazaire enroyant comme un voile de brume épais, enveloppant le village d'un silence lourd de prémonition. Dans la cabane, Ayana s'était levée tôt, sa silhouette élancée baignée par la lumière timide du matin. Elle portait une robe en mousseline ivoire, fine et presque translucide, qui dessinait avec délicatesse les courbes de son corps. Ses pieds nus effleuraient le plancher de bois, et ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, dégageant une aura à la fois fragile et indomptable. Elle regardait par la fenêtre, l'expression dure, presque guerrière. « Ils viendront ce soir, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon. « Mais je ne partirai pas sans me battre. » Je la regardais, partageant ce mélange d'appréhension et de détermination. Nous savions tous les deux que la soirée serait décisive. Le village tout entier semblait retenir son souffle, chaque habitant pris entre peur et curiosité. Pour tuer le temps, je préparai un café fort, son arôme embaumait la pièce. Ayana s'installa sur une chaise en bois, ses doigts jouant nerveusement avec le pendentif en argent à son cou, un héritage de ses ancêtres. « Tu sais, » dit-elle en esquissant un sourire amer, « je n'ai jamais cru que la liberté se gagnerait au prix de tant de peur. » Je haussai les épaules, essayant de masquer mon inquiétude. La liberté n'a jamais été un cadeau. C'est une bataille. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Je me levai d'un bond, attrapai mon fusil et ouvris la porte. Une silhouette se détacha dans la lumière du jour, c'était mon frère, Henri, un homme au regard dur et aux traits marqués par la vie rude des montagnes. Il portait un manteau en laine épaisse, et ses mains calleuses tenaient fermement une vieille lettre cachetée. « Marc, » dit-il d'une voix grave, « ce que tu fais ici va plus loin que tu ne le crois. Cette femme n'est pas seulement une victime. Elle porte un secret que certains veulent à tout prix garder caché. » Je fronçai les sourcils. « Quel secret ?» Henri me tendit la lettre. « Lis ça. » Je déchirai le sceau et parcourus rapidement le message écrit d'une écriture nerveuse. Il parlait d'une ancienne querelle entre familles gitanes, d'un trésor caché quelque part dans les collines, et d'une vengeance qui remontait à des générations. Ayana, sans le savoir, était au cœur de cette tempête. Je relevai les yeux vers mon frère, qui ajouta,
tu n'es pas le seul à vouloir la protéger. Mais certains sont prêts à tout pour la récupérer. Dans la cabane, Ayana entra doucement, ses yeux sombres brillant d'une nouvelle intensité. Il me cherche pour autre chose que ce que tu imagines, Marc. Le poids de la découverte nous écrasait, mais il réveillait aussi une flamme nouvelle. Le combat ne se limitait plus à la justice du village, il devenait une lutte pour la survie, pour la vérité. Alors que le soleil montait, baignant la vallée d'une lumière crue, une peur sourde s'insinua en moi, et si ce secret était plus dangereux que tout ce que nous avions affronté jusqu'ici? Le soir tombait, et avec lui, une menace invisible se rapprochait, prête à faire tomber tous ceux qui oseraient se dresser sur son chemin. La nuit enveloppait Saint-Nazaire en royant d'un manteau d'obscurité épais, ponctué par le scintillement lointain des étoiles. La cabane, isolée au bord de la forêt, semblait devenir le théâtre d'une pièce dont nous ignorions encore le dénouement. Ayana, vêtue d'une robe de lin sombre, serrée à la taille par une ceinture en cuir usé, était assise près du feu, ses yeux noirs fixant les flammes dansantes. Ses doigts jouaient distraitement avec une fine chaîne en argent, tandis que ses lèvres murmuraient des mots inaudibles, comme une incantation pour se donner courage. Je scrutais la pièce, mon regard attiré par la tension qui émanait d'elle, cette aura mêlée de fragilité et de puissance. La blessure sur son front, encore visible, contrastait avec la noblesse sauvage de ses traits. Ses pieds nus, posés sur le tapis usé, semblaient impatients, prêts à bondir à la moindre alerte. Soudain, un craquement retentit à l'extérieur, brisant le silence. Mon cœur s'accéléra. Je saisis mon fusil, prêt à défendre ce qu'il restait de notre fragile paix. Ayana se leva, ses yeux flamboyants, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres fines. « Ils arrivent », dit-elle simplement. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Des silhouettes surgirent des ombres de la forêt, 6 hommes armés, leurs visages masqués par des foulards noirs, leurs pas silencieux mais déterminés. Ils encerclèrent la cabane, bloquant toute issue. Je pris position près de la porte, le fusil levé, tandis qu'Ayana attrapait un poignard posé sur la table. Sa lame scintillait sous la lumière vacillante des bougies. Le chef du groupe s'avança, une voix rauque perçant la nuit, « Ayana, rends-toi. Il est temps de régler les comptes. » Elle répondit d'une voix claire et forte, « Je ne partirai pas sans me battre. » Le combat éclata dans une danse sauvage, mêlant coups, cris et éclats de métal. Ayana se mouvait avec une grâce féline, chaque geste précis, chaque attaque implacable. Moi, je tirais avec sang-froid, touchant 2 assaillants avant d'être contraint de reculer. Mais alors qu'un adversaire s'apprêtait à frapper derrière moi, une silhouette surgit des ténèbres. Henri, mon frère, armé d'une vieille carabine, fit feu avec une précision mortelle. Ensemble, nous repoussâmes l'assaut. Lorsque le calme revint, la cabane était en désordre, les murs marqués par les impacts. Les assaillants gisaient, certains inconscients, d'autres se relevant péniblement. Ayana, le souffle court, me regarda avec cette même flamme indomptable, ce n'est qu'un avertissement. Ils reviendront. Je hochai la tête, conscient que notre lutte venait de franchir un nouveau seuil. Plus question de reculer. Mais au fond de moi, une question brûlait, qui étaient vraiment ces hommes? Et quel secret protégeait Ayana au point de déclencher une guerre silencieuse dans ces montagnes paisibles? Le mystère s'épaississait, et avec lui, le poids de la destinée qui nous attendait. Le lendemain matin, la lumière pâle filtrait à travers les volets de la cabane, dessinant des bandes dorées sur le visage fatigué d'Ayana. Elle était assise près de la fenêtre, son regard perdu dans le lointain. Sa robe de coton, simple mais élégante, tombait en plis légers jusqu'à ses chevilles, dévoilant par moments le dessin délicat d'un tatouage ancestral qui serpentait sur sa cheville nue. Un bracelet d'argent, fin et ciselé, scintillait doucement à son poignet, vestige de son passé et de ses racines. Je m'approchai doucement, posant une main sur son épaule. Elle sursauta légèrement, puis tourna vers moi un regard chargé d'une tristesse profonde, mêlée à une détermination farouche. « Marc, dit-elle d'une voix basse, il faut que je te raconte. Tout. » Je m'assis à ses côtés, prêt à écouter cette histoire que j'avais pressentie, mais que je redoutais. Elle inspira profondément, puis commença. Il y a longtemps, avant que je sois capturé, ma famille protégeait un secret. Un trésor, caché dans les collines autour de Crest. Ce n'est pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux, des documents, des preuves d'injustice ancienne, capables de faire tomber des puissants. Je frissonnais en imaginant l'ampleur du danger. Et ces hommes, ce sont des chasseurs de ce secret? Elle hocha la tête. Oui. Ils veulent récupérer ce qui nous appartient.
Et s'ils doivent tuer pour ça, ils le feront sans hésiter. Un silence s'installa, lourd et pesant. Je réalisais que notre combat n'était plus seulement une affaire de cœur ou de justice locale, mais une guerre silencieuse contre des forces bien plus obscures. Nous devons partir, dis-je enfin. Trouver ce trésor avant eux. Ayana me regarda, son visage se durcissant. Je ne fuirai pas. Pas cette fois. Je compris alors que son combat était aussi intérieur, entre le poids du passé et la quête d'un avenir libre. Le reste de la journée passa dans une atmosphère étrange, entre préparatifs et silence lourd de non-dits. Elle s'habilla d'une tunique sombre, pratique, qui contrastait avec la délicatesse de ses traits. Ses bottes de cuir usé claquaient sur le plancher, tandis qu'elle rassemblait quelques objets précieux, une boussole ancienne, un carnet de cuir, et un couteau finement ouvragé. Alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, je la regardais s'asseoir près du feu, son regard brillant d'une lueur nouvelle, presque dangereuse. « Marc, murmura-t-elle, ce que nous allons affronter dépasse tout ce que nous avons connu. Mais c'est notre seul espoir. » Je serrai son poignet, sentant la force qu'elle dégageait malgré les blessures, malgré la peur. La nuit s'annonçait longue, et la route qui nous attendait, incertaine. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais prêt à affronter l'inconnu avec elle, à mes côtés. La nuit était tombée sur le Vercors, enveloppant la cabane d'une obscurité presque totale, seulement troublée par la lueur vacillante du feu de cheminée. Ayana et moi étions assis côte à côte sur le vieux canapé en bois, le silence entre nous chargé de tension et d'attente. Elle portait une blouse de lin gris, légèrement décolletée, laissant entrevoir la délicate courbe de sa clavicule, tandis que ses jambes longues et fines étaient chaussées de bottines en cuir souple, usées par les chemins parcourus. Je l'observais, fasciné par cette femme qui, malgré les épreuves, gardait cette force sauvage et cette beauté troublante. Ses cheveux noirs, relevés en un chignon lâche, laissaient s'échapper quelques mèches rebelles qui caressaient son cou. Un parfum subtil, mêlant l'avant des bois brûlés, flottait autour d'elle, éveillant en moi des sensations que je croyais enfouies. Soudain, elle brisa le silence. « Marc, demain, nous devons partir à l'aube. Le chemin vers Crest est long et dangereux. » Je hochai la tête, déjà préparé mentalement à ce voyage incertain. « Je ferai tout pour te protéger. » Elle esquissa un sourire, un mélange de défi et de tendresse. « Tu sais, tu n'es pas le premier homme à vouloir jouer les héros. » Je levai un sourcil, intrigué. « Ah oui? Et qu'est-ce qui t'arrive quand ils échouent ?» Elle se pencha vers moi, ses yeux pétillants d'une malice inattendue. « Ils finissent souvent par manger la poussière, ou par apprendre à danser avec ceux qui connaissent la mort. » Je ne pus m'empêcher de rire doucement, sentant la légèreté s'immiscer dans l'air pesant. Pour un instant, la peur s'effaçait devant cette complicité naissante. Mais la réalité nous rattrapa vite. Un coup discret retentit à la porte. Je me levai d'un bond, prêt à l'action, mais c'était Henri, mon frère, qui entra, le visage sombre. « Marc, il faut qu'on parle, » dit-il en fermant la porte derrière lui. Il posa sur la table une lettre scellée, son regard trahissant une inquiétude profonde. « Cette missive vient de Crest. Quelqu'un sait que vous êtes là. » Ayana prit la lettre avec précaution, déchira le sceau et lut à voix haute, « Le passé ne meurt jamais. Ceux qui cherchent la vérité doivent être prêts à en payer le prix. Rendez-vous au vieux moulin à minuit, ou préparez-vous à affronter les conséquences. » Un frisson parcourut mon échine. Le vieux moulin, abandonné depuis des années, était un lieu chargé de légendes sombres, où s'étaient jouées bien des tragédies. « C'est un piège, » murmura Ayana, le visage pâle. « Ou un appel à la dernière danse, » ajoutai-je, le poing serré. La nuit avançait, et avec elle, l'inévitable confrontation. Nous savions que cette rencontre pourrait tout changer ou tout détruire. Mais avant cela, il fallait être prêt. La nuit enveloppait le vieux moulin de Crest d'un voile d'ombre épais, seulement troublé par le faible éclat de la lune. Ayana et moi avancions prudemment sur le sentier caillouteux, nos pas étouffés par le tapis de feuilles mortes. Elle portait une veste de cuir ajustée, qui soulignait élégamment la finesse de sa taille, tandis que ses bottines crissaient doucement sur le sol. Ses longs cheveux noirs étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule, dévoilant la nuque délicate où venait se perdre une mèche rebelle. Je sentais son regard sur moi, chargé d'une tension mêlée de défi et d'inquiétude. Le silence entre nous était lourd, chaque bruit de la forêt semblant amplifié par notre appréhension. Arrivé près du moulin, ses ailes de bois fatiguées grinçaient sous la brise nocturne. Un halo de lumière dansait derrière une fenêtre cassée, signe que nous n'étions pas seuls. Je dégainai mon revolver,
le cœur battant. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était un homme grand, aux traits marqués par les années, vêtu d'un manteau sombre. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. « Vous êtes venu » dit-il d'une voix grave. « Je suis Victor Morel. » Ayana frissonna, mais répondit avec fermeté, « Pourquoi nous convoquez-vous ici ?» Victor esquissa un sourire froid. « Parce que le passé vous rattrape, Ayana. Parce que ce secret que tu portes menace bien plus que ta vie. » Je serrai les dents. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il sortit un vieux parchemin, le déploya lentement. « Ce document prouve que votre famille a volé des terres à la région il y a longtemps. Si vous ne me remettez pas le trésor caché, je ferai tout pour détruire votre nom. » Ayana le regarda droit dans les yeux, sans fléchir. « Vous ne savez rien de ce que nous avons souffert. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Peu importe. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. » Le vent se leva, faisant danser les ombres sur les murs décrépits du moulin. L'atmosphère se chargea d'une menace palpable. Soudain, des ombres surgirent derrière Victor, ses complices, armés et prêts à en découdre. Je plaçai Ayana derrière moi, revolver levé. Si vous voulez ce secret, il faudra passer sur nous. Un combat s'engagea, brutal et sans merci. Les coups pleuvaient, les éclats de voix se mêlaient au craquement du bois. Ayana, malgré sa fatigue, se battait avec une grâce sauvage, chaque mouvement calculé pour survivre. Au moment où la situation semblait tourner en notre faveur, un cri retentit. Une silhouette masquée surgit, frappant Victor à l'arrière de la tête. Il s'effondra, inconscient. Ayana se retourna, le souffle court, « Qui est-ce » L'inconnu ôta son masque, révélant un visage familier. « C'est moi, Clément. Je ne peux plus rester de l'autre côté. » Le choc nous figea. Notre ancien adjoint, celui qui voulait m'évincer, venait de choisir son camp. Mais la nuit n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Dans l'ombre, un autre regard observait, prêt à frapper au moment où on s'y attendrait le moins. Le souffle court, je regardais Clément retirer son masque, révélant un visage marqué par les remords et la fatigue. Jamais je n'aurais cru le voir ici, à nos côtés, prêt à affronter les ténèbres qui nous entouraient. Ayana, toujours sur ses gardes, le dévisagea un instant, puis hocha la tête, approuvant silencieusement ce fragile rapprochement. Victor, encore étendu au sol, gémissait faiblement, inconscient mais vivant. L'atmosphère était lourde, électrique, comme si chaque seconde pesait une éternité. Autour de nous, le vieux moulin craquait sous le poids des années, témoin silencieux de cette nuit décisive. Pourquoi avoir changé de camp, demandai-je finalement à Clément, le canon de mon revolver toujours pointé vers les complices encore debout. Il baissa les yeux, la voix rauque, parce que j'ai vu qui tu étais vraiment, Marc. Pas un homme prêt à abandonner ses principes, mais quelqu'un qui cherche la vérité, même quand tout est contre lui. Je ne pouvais plus rester spectateur. Un souffle d'espoir traversa la pièce, mais il fut rapidement balayé par un bruit sourd venant de l'extérieur. Une porte claqua violemment, et une silhouette féminine fit irruption, les yeux brillants d'une colère froide. « Vous pensez pouvoir jouer avec le feu sans en payer le prix » lança-t-elle d'une voix glaciale. C'était Jeanne, une femme aux traits sévères, connue dans la région pour sa détermination et ses méthodes parfois brutales. Son manteau noir flottait derrière elle, et ses bottes martelaient le sol avec autorité. « Jeanne » souffla Ayana, la surprise se mêlant à la défiance. Jeanne s'avança, un sourire cruel aux lèvres. « Le secret que vous protégez est dangereux. Trop dangereux. Et je suis là pour m'assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. » Le visage d'Ayana se durcit. « Ce secret, c'est notre histoire, notre vérité. Vous ne pouvez pas l'effacer. » Jeanne haussa les épaules. « Alors préparez-vous. Parce que ce soir, tout va changer. » Un combat s'engagea, plus intense, plus désespéré que jamais. Les coups fusaient, les cris résonnaient, et la lutte pour la survie atteignait son paroxysme. Dans ce chaos, je sentis la main d'Ayana serrer la mienne, une promesse silencieuse que nous ne céderions pas. Mais alors que la nuit semblait vouloir nous engloutir, un coup de feu retentit, stoppant net l'affrontement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où une silhouette encapuchonnée se tenait, immobile, mystérieuse. « Qui est-ce » murmura Ayana, le souffle court. Le mystère s'épaississait, et avec lui, l'ombre d'un destin encore inconnu se profilait à l'horizon. La silhouette encapuchonnée demeurait immobile dans l'embrasure du vieux moulin,
son visage caché dans l'ombre profonde de la capuche. Le silence tomba brusquement, lourd et pesant, comme si chaque souffle retenu pouvait faire basculer le fragile équilibre de cette nuit déjà trop tendue. Je sentis la main d'Ayana se resserrer autour de la mienne, un lien silencieux face à l'inconnu. Lentement, la silhouette fit un pas en avant, dévoilant un visage marqué par le temps, aux yeux d'un bleu perçant, empreint d'une sagesse et d'une dureté qui imposaient le respect. « Je m'appelle Éloi », déclara l'homme d'une voix grave, « et je suis ici pour mettre fin à cette querelle, avant qu'elle ne dévaste tout ce que vous avez de précieux. » Un murmure parcourut la pièce. Jeanne plissa les yeux, intriguée mais méfiante. Clément déglutit, tandis qu'Ayana fronçait les sourcils, cherchant à percer le mystère de cet homme qui semblait porter le poids d'un passé lourd et complexe. « Que proposes-tu, Éloi » demandai-je, le revolver toujours en main, prêt à toute éventualité. Il posa doucement un parchemin usé sur la vieille table, un document ancien, écrit en lettres élégantes. « Ce que vous cherchez n'est pas seulement un trésor matériel, mais la vérité sur des années d'injustice cachée. Ce parchemin contient les preuves nécessaires pour faire tomber ceux qui vous poursuivent. Mais la vérité a un prix. » Ayana s'approcha, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. « Quel prix ?» Éloi croisa son regard, sans détourner les yeux. « La paix ne s'achète pas sans sacrifice. Certains devront choisir entre la vie qu'ils connaissent et la justice qu'ils désirent. » Un frisson parcourut la pièce tandis que chacun mesurait l'ampleur des enjeux. Le combat n'était pas terminé, il venait de prendre une dimension nouvelle, bien plus grande que nous. Je posai une main sur l'épaule d'Ayana. « Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. » Elle sourit, une étincelle de défi et d'espoir dans le regard. Ensemble, jusqu'au bout. Alors que la première lumière de l'aube perçait à travers les fenêtres brisées, une certitude s'imposa, notre histoire ne faisait que commencer. Le passé, les secrets et les choix difficiles allaient tisser une toile complexe dont nous serions les acteurs, mais aussi les victimes. Et dans l'ombre, une menace invisible attendait, prête à frapper lorsque personne ne s'y attendrait. Une énigme à résoudre, un mystère à dénouer, jusqu'à la prochaine fois.